Dany Laferrière. Je voudrais vous dire tout le grand plaisir que j'ai à vous présenter aujourd'hui dans le cadre du Festival Atlantide à la Maison de l'Afrique. Même si ce n'est pas une chose aisée, vous êtes un écrivain connu et reconnu, étant donné la richesse de votre parcours, une œuvre importante, saluée par les critiques un peu partout. Certains de vos livres adaptés au cinéma, une œuvre qui vous a valu de nombreux prix, prix Médicis en l'occurrence en 2009. Vous êtes par ailleurs membre de l'Académie française depuis 2015, docteur honoris causa de la Sorbonne et d'Ottawa. Vous êtes par ailleurs considéré comme un membre éminent de la francophonie. Et depuis peu, votre buste... Ah oui, on n'entend pas. Et depuis peu... On peut juste avancer votre chaise plus loin et enlever le masque. Ah oui. Par ici. Enlevez le masque. Oui, on va tous mourir. Vous écartez votre tête et vous parlez. Un petit peu et puis vous enlevez le Et vous masque. parlez bien dans le micro et ça sera super. Non, si on enlève le masque, ça va. Non, vous l'enlevez. J'enlève le masque. Oui, ça vous dérange? Non, j'espère qu'il n'y aura pas trop de microbes. Oh, ça le fait. Merci. Donc, comme je disais, très heureuse de vous accueillir, étant donné votre parcours. Un écrivain connu, reconnu, une œuvre très importante, saluée par la critique un peu partout. Certains de vos livres, adaptés au cinéma, une œuvre qui vous a valu de nombreux prix, prix Médicis en l'occurrence, entre autres, en 2009. Vous êtes par ailleurs un membre de l'Académie française depuis 2015, docteur honoris causa de la Sorbonne et à Ottawa. Vous êtes par ailleurs considéré comme un membre éminent de la francophonie. Et depuis peu, votre buste côtoie au musée Grévin celui d'autres célébrités. J'éprouve aussi un grand plaisir à vous présenter, car cela donne sens quelque part au partenariat établi par l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, en l'occurrence par Henri Copin, non seulement pour promouvoir la francophonie, mais aussi pour soutenir tout ce qui peut participer au prestige, au rayonnement de la Maison de l'Afrique. C'est le cas avec votre présence aujourd'hui. Je vais vous interroger, si vous voulez bien, principalement sur 2 livres et votre vision de la francophonie. Après un bref rappel de ce qui a nourri votre parcours depuis votre naissance en Haïti et une petite enfance passée à Petit Goâve, chez votre grand-mère, pour vous protéger des exactions possibles du régime de l'époque Duvalier et de ses sbires, en raison des engagements de votre père. Une enfance tourmentée, mais ô combien heureuse, suivie d'un traumatisme quelques années plus tard, l'assassinat d'un ami et collègue à Radio Haïti à l'âge de 23 ans. Craignant que cela ne soit votre tour, vous quittez alors Haïti pour Montréal et vous habitez depuis 30 ans. Maintenant, après des passages à Miami et à New York. Fuite qui a été relatée il y a quelques années dans un ouvrage intitulé « Cris des oiseaux fous ». Commence alors ce que vous appelez l'autobiographie américaine, à travers 2 ouvrages, entre autres, explorant la thématique de l'identité, de la pauvreté, du racisme, de l'exil, notamment avec un premier roman largement salué par la critique et intitulé « Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer. Histoire de deux jeunes vivant dans un quartier pauvre de Montréal, passionnés de musique et de conquête féminine, mais une satire féroce des clichés et des stéréotypes. En préambule du livre, en effet, une citation du Code noir instauré sous Louis XIV. Le nègre est un meuble. Occasion pour vous de tourner en dérision un des clichés les plus avilissants, celle du bon sauvage et de ses prouesses sexuelles. Je vous cite dans le livre: « Je voyais la fille hocher la tête devant moi en extase, devant un vrai, l'homme primitif, le nègre, selon National Geographic, Rousseau et compagnie. On sent de votre part comme une blessure, une rage, une colère, et pourtant, vous écrivez récemment, ce livre ne doit pas être lu sous l'angle racial, mais comme expérience personnelle et expérience universelle plutôt, sur la solitude de deux jeunes paumés dans une grande ville. La première question concerne notamment cette remarque et ce qu'il en est réellement. Alors, s'il vous plaît, je fais le compte rendu ensuite. Voilà, deuxième ouvrage très fort également. Pardon. Je n'ai pas à répondre à la question. Et non, mais c'est plus tard. Ça vous ennuie pas. Bien sûr. Bien sûr. Non. Mais j'aime bien comment vous développez. Ce serait mieux peut-être de répondre et de continuer. Allez-y. Le premier ouvrage, Dany. Oui, merci d'abord. Merci de cette présentation chaleureuse. Et oui, je suis tout à fait touché que vous ayez rappelé ma grand-mère. Petit Gouave, ce sont des choses qui sont à l'aube de ma vie, et ma vie d'écrivain aussi, c'est-à-dire j'ai trempé ma plume dans le café, et je me suis rappelé plus tard, puisque j'ai eu des problèmes avec le café, des problèmes physiques, alors que de son odeur. J'ai écrit ce livre, L'odeur du café. Il faut dire aussi qu'à cet âge-là, tout enfant, je n'avais pas le droit au café. Le café se mérite. Et plus tard, j'ai eu droit au café coupé à l'eau, ce qui est une horreur. Le café est une chose sainte, on ne doit pas toucher au café. C'est d'après moi la boisson, la seule qui, quand il est bon, l'odeur est égale au goût. Et beaucoup d'autres boissons sont extraordinaires, vodka, mais l'odeur est meilleure que le goût. Ou le whisky, le goût est meilleur que l'odeur. Enfin, mais le café, ce que vous respirez, c'est exactement... Vous savez que c'est du café. De toute façon, l'odeur précède le goût, puisqu'il y a ce vers de Saint John Perse qui dit « Le café est déjà dans l'escalier » quand il ne peut pas aller passer ses vacances et dans sa famille et qu'il était à l'étage. L'odeur le café est déjà dans l'escalier. Donc tout cela, ces moments de départ m'ont habité, ont structuré ma sensibilité. Bien sûr. Donc je suis très heureux que vous l'ayez évoqué. Quant à ce livre, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, qui est paru en 1985, ça doit faire 37 ans ou quelque chose comme cela, j'ai eu à répondre à beaucoup de questions s'agissant de ce livre, et qui a changé au fil du temps aussi. Les générations se suivant posent des questions différentes. Maintenant, par exemple, à Montréal, où les choses se sont un peu plus calmées sur des questions de malentendus raciales, alors on ne me pose plus, les jeunes gens noirs ne me posent plus la question du racisme, ils me parlent plutôt de leurs conditions de solitaires. Et même des jeunes gens qui viennent de villes, de provinces du Québec, me disent qu'ils ont lu mon livre, mais ils ont eu l'impression d'une grande solitude chez les personnages, exactement leur situation. Parce qu'il y a d'autres situations compliquées
Et beaucoup de ces jeunes gens viennent de petites villes et certains sont homosexuels et ils savent qu'il y a un quartier homosexuel à Montréal et ils sont sortis de cette solitude qu'ils avaient chez eux, dans leur ville, ils ne pouvaient pas dire, et pour arriver à ce village de Montréal, le village homosexuel, village gay ça s'appelle, et retrouver une sorte de chaleur. Donc le problème, par exemple, de la question noire, quand on analyse, et si on le confine uniquement dans un espace racial, on risque de se tromper. Et parce que, malgré tout, les humains, nous avons à peu près 4 ou 5 problèmes auxquels nous faisons face durant notre vie. Et la solitude en est un d'extrêmement important. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont dans la solitude. Et je me souviens d'ailleurs, quand je venais d'arriver à Montréal, plus que le problème racial, c'était le problème de solitude. D'ailleurs, quand rien n'est pire que de faire à manger et de manger seul. Et ça reste pour moi un des moments les plus forts de la solitude. Une fois même, j'ai jeté la nourriture parce que je n'arrivais pas à manger ce que j'avais fait tout seul. Et une autre fois, je suis descendu dans la rue pour demander à quelqu'un de venir manger avec moi. Et bon, c'est difficile hein, quand vous demandez à une jeune fille de venir manger avec vous. On croit à autre chose. Les gens ne croient pas qu'une conversation vaut mieux des fois qu'un rapport sexuel. C'est très difficile à expliquer en attendant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai donné un autre regard sur ce livre, un regard beaucoup plus universel qu'au moment où je l'écrivais. Et puis aussi, des fois, on croit qu'on a des problèmes, et puis après, on remarque que les autres ont des problèmes différents, mais tout aussi brûlants, et puis on relativise. C'est une grande chose de remarquer que les autres aussi ont des problèmes. Donc un problème sur la solitude, bien entendu, mais vous pensez quand même que la toile de fond du racisme a totalement été évacuée à Montréal, au Canada? Non, je crois que le problème du racisme est un problème double. Il n'est pas uniquement sur la personne qui fait des commentaires racistes ou bien des actions racistes, il est aussi sur celui qui subit ce racisme. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes gens, ils ne le mettent pas dans leur hit parade de problèmes au premier niveau, les jeunes noirs. Et ça règle le problème. Et je me souviens d'une fois, il y a quand même quelques décennies, j'étais entré dans un café et je me suis assis à Montréal, au centre-ville, et la personne à côté de moi a dit « Je ne veux pas de nègre à côté de moi ». Et je lui ai dit « Pas ce soir ». Et parce que j'avais eu l'information qu'un de mes amis venait de mourir, donc j'avais un problème plus grave que le racisme. Je lui ai expliqué, et après on a fini la soirée à converser, parce que lui aussi avait connu un décès. Et des fois, il faut changer la conversation. Et on a tous... Il y a des fois où on a du temps pour discuter du racisme, et il y a d'autres fois où on a un problème plus brûlant. Bien sûr. C'est un peu cela. Et donc, je crois que de plus en plus, les gens n'ont pas à cela en tête. Parce qu'il faut accepter quand même la situation. Si quelqu'un vous insulte et que vous êtes touché, eh bien, l'intensité de cela dépend de vous. Je travaillais à la télé, je faisais un travail à la télé, et finalement, quelqu'un a téléphoné, il m'a dit « J'espère qu'on vous paie moins bien qu'un autre. » Oui, il espérait en plus. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et là, en ce moment, il n'a pas compris. J'ai dit « Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes ?» Et finalement, il m'a trouvé étrange parce que j'aurais dû être très fâché, très blessé. Il m'a dit « Je suis au salon. » J'ai dit « Ben, qu'est-ce que vous faites ?» Il m'a dit je regarde la télé, donc c'est pour ça qu'il m'a vu dans les images, dans la salle de rédaction. Et j'ai dit, vous savez quelle heure il est? Il est 2h de l'après-midi. On est en juillet, vous regardez la télé, dans un pays où il fait moins 40 en hiver. Vous avez un problème. Parce qu'il faut sortir, il faut aller dans les parcs, il faut converser. Et il m'a écouté gentiment. Et c'était un conseil. J'ai dit, mais c'est normal qu'il vous arrive de mauvaises idées quand vous êtes au salon, en pyjama, à 2h de l'après-midi, en été.
Et vous voyez, comment dire en Haïti, l'oisiveté mène à tous les vices. Et des fois, il faut conseiller les gens de changer de sujet parce qu'ils sont plus contaminés. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a le plus frappé sur cette question-là, de voir que l'ancien colonisateur est plus contaminé par le problème que l'ancien colonisé. Parce que c'est lui qui a perdu une richesse. Tu vois, il avait beaucoup d'argent avec cette histoire de colonisation et d'esclavage. Il a perdu, donc il est triste et il se souvient beaucoup plus. Donc il faut leur dire de laisser tomber, quoi. Et que ça arrive dans la vie, nous perdons, nous gagnons, c'est un casino, la vie. Parce que les gens qui n'ont pas beaucoup n'ont pas perdu beaucoup, donc ils se plaignent moins, ils sont moins nostalgiques d'une vie qui n'a pas été belle. Eux, ils sont nostalgiques. Donc il faut leur dire que ça va, c'est comme ça. On peut rien vraiment, c'est vrai. C'est une leçon d'espoir. Oui, oui, je peux pas changer les choses. Je peux pas quand même revenir à l'esclavage parce que on fait ce qu'on peut. Très bien. Alors, deuxième ouvrage, également très fort, sur lequel je vais vous interroger. Il est intitulé L'énigme du retour. Ouvrage magnifique sur l'exil. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui renoue avec son pays pour annoncer à sa mère le décès de son père à l'étranger. Et c'est aussi quelque part le retour de celui qui s'est expatrié au Canada, quelque part, depuis 30 ans, et qui retrouve les fragrances, les émotions, les états d'âme, les racines, qui sont là indéniables, au fond du jardin intérieur en soi. Mais c'est aussi, en l'occurrence, à travers une écriture subtile, intimiste, à laquelle vous donnez sens, ce que signifie l'exil, un va-et-vient continu, mais qui permet aussi, au-delà de la souffrance, de s'enrichir du regard de l'autre, de toutes les rencontres que l'on fait et qui enrichissent, qui permettent de grandir, qui permettent de magnifier la vie, donner un sens à l'existence. J'aimerais que vous m'en parliez également. Dany, s'il vous plaît. Mais vous en avez parlé avec tellement d'images frappantes. Je pense que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit qu'il faudrait quand même revoir les mots que je vais employer, comme le mot race, le mot racine. Ce sont des mots qui sont collés sur le corps tatoué d'écrivains qui viennent de pays un peu du Sud. Et il faudrait bien que je les regarde, pas moi-même, sinon ça n'a aucun sens d'être écrivain. Si on suit le courant, il faudra bien que je dise comment je les vois, par exemple, le mot exil. Je pense que l'exil, c'est aussi la situation de celui qui reste. Et que pour un jeune homme de 23 ans qui part seul, qui n'a pas de grande responsabilité, et c'est quand même un départ extraordinaire. D'ailleurs, généralement, on vous embarque dans un avion, donc vous n'avez pas à payer le billet. C'est déjà pas mal, pour une fois. Pour une fois. Et aussi, le fait de penser à ma mère qui est restée et qui, naturellement, chaque matin doit confronter les images de nos vies en commun. Donc, elle tombe, comme disait un poète japonais, ce matin, mon talon est tombé sur le peigne de ma femme morte l'automne dernier. C'est-à-dire, il y a des objets de la vie quotidienne qui, comme ça, vous questionnent constamment sur l'absent. Donc, c'est ça, l'exil. Alors, je me suis dit, l'exil, c'est plutôt celui qui reste, parce qu'il reste avec des images entêtantes, alors que celui qui part va se faire, va voir d'autres choses. Et donc, le dictateur, lui, il est dictateur parce qu'il a construit un mur autour de lui.
puisqu'il sait très bien que le coup d'État viendra de l'intérieur et celui qui est appelé à le protéger le tuera. Donc, il est en exil de la vie. Il ne peut pas sortir du palais sans être accompagné, il ne peut pas flâner le soir, et il ne peut pas sentir le ilan dans les rues de Port-au-Prince. Donc, c'est lui qui est en exil. Alors, comment il a fait pour me faire comprendre que j'étais en exil? C'est un ensemble de choses, de gens, lui-même l'a dit, je vous envoie en exil, et puis d'autres gens qui, bien gentiment aussi, voulant vous aider à l'extérieur, vous taxent d'exilés. Il m'a fallu une année avant de me débattre de cela. Une année? Oui, de me dire que je suis à l'endroit où je suis. Vous savez, il y a beaucoup de questions dans la vie, les gens, nous posons beaucoup de questions, et la plupart sont des questions dont on n'a pas les réponses. On se demande pourquoi on se les pose. Alors j'ai voulu au moins avoir une réponse. Bon, qui suis-je? C'est difficile. Mais où suis-je? Je peux dire à Nantes en ce moment. Là, pour une fois, j'avais la réponse. De temps en temps, il faut gagner. Donc c'est cela, je me suis dit, je suis à Montréal et je suis le roi d'une petit appartement, un petit studio où je vais organiser ma vie quotidienne, c'est-à-dire la cuisine, faire à manger. Et j'ai pas assez d'argent pour aller au restaurant à chaque fois. Et les livres, j'ai acheté des livres usagés pour pouvoir lire. Parce qu'avant, je me nourrissais uniquement d'extraits de livres. Et dans des livres d'anthologie, puisqu'on n'avait pas les livres. Mais je connaissais les histoires, mais je n'avais pas lu les livres en détail. Donc là, cette fois-ci, et comme quand on n'a pas beaucoup de livres dans ce pays, on a uniquement les classiques. Parce que les classiques, ce sont les livres qui sont à bon marché. Oui. Et les mauvais livres se coûtent très cher. Mais les très bons livres sont classiques. Et puis, enfin, c'est de toute façon, en Haïti, l'Institut français, on vous les donne carrément. Candide et Voltaire. On vous les donne carrément. On vous les donne carrément, c'est parce qu'ils veulent qu'on sache que Voltaire existe. Donc, il a écrit que de belles choses. Oui, et que la France ne fait que de belles choses. C'est ça qu'il faut savoir. Mais moi, je pensais que les gens ne lisaient en France que de belles choses. C'est en arrivant ici que je pensais que tout le monde, comme on le dit, comme tout le monde dit, relisait Proust. Et j'ai vu que, j'en ai parlé d'ailleurs à Antoine Gallimard, qui m'a dit, enfin, les comptes, la comptabilité ne dit pas que tout le monde lit Proust. Donc, il y a un énorme mensonge littéraire et là, comme j'en ai pas beaucoup, quand on n'a pas beaucoup de livres, on les relit. Donc, j'avais relire un livre, j'avais un peu défini ça de façon très, très primaire. Lire un livre, c'est rencontrer quelqu'un, ou lire un livre, c'est revoir un ami. Bien sûr. Et le livre lui-même est déjà un ami. Voilà, c'est lui qu'on revoit. Et quand on le voit sous un aspect différent. Et certains détails nous apparaissent spontanément, on les reconnaît, et d'autres, et des parts d'ombre. Donc, c'est d'une richesse que de relire. Et quand on n'a pas beaucoup de livres, et comme une douzaine chez moi et à Petit Goâve avec ma grand-mère, eh bien, on voit tous les défauts du livre à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on apprend à écrire. Merveilleux. Oui. Donc, parce que lire beaucoup le même livre, c'est très important pour apprendre à écrire. Parce que le livre se révèle. On n'est plus un lecteur, on est c'est un peu plus qu'être un lecteur que de lire beaucoup un livre. C'est un enquêteur. C'est parce que quand j'étais enfant, j'aimais bien la magie. Quand il y avait des anniversaires, il y a toujours un magicien qui vient. Et moi, ce que j'aimais dans la magie, c'est qu'on triche. Et c'était pas du tout le lapin qu'on sortait du chapeau qui m'intéressait. Et je trouvais qu'il y avait... C'était pas le lapin en Haïti, c'était beaucoup plus le pigeon. Et je ne voyais pas ce qu'il y avait d'étonnant qu'un pigeon sorte d'un lapin, d'un chapeau. Oui.
Je ne voyais pas. Bon, je suppose qu'ils avaient mis un lapin là. Bon, il sortait ou un pigeon. Alors, je ne voyais pas. Mais ce qui m'intéressait, c'est comment il a fait pour faire en sorte que je sois étonné. Ce n'était pas lui qui m'intéressait, c'est ça. Comment il a fait pour faire en sorte... Que sait-il de moi? Que sait-il de moi? Quand quelqu'un écrit, que sait-il de moi? Pourquoi je dis oui, c'est moi? Je me sens là. C'est ça qui m'intéresse, c'était moi qui m'intéressais. C'est mon émotion qui m'intéressait et non ça. Et là, quand je voyais qu'il avait triché, j'ai dit, ah, donc c'est possible. Je peux faire. C'est à tricher, ça j'étais fort. Ah. Il fallait me voir à 12 ans. Je ne connaissais pas cet aspect. Ah oui. Ma mère disait, son bonjour n'est pas la vérité. C'est comme ça qu'on devient écrivain. Et vous voyez, j'ai écrit 36 livres. Donc, vous voyez... C'est en trichant qu'on devient écrivain. Ah, ça c'est sûr. Ah non, mais ça c'est sûr. Ce n'est que cela. C'est-à-dire, c'est Cocteau qui disait, c'est de mentir vrai. Les gens honnêtes ne peuvent pas devenir écrivains. C'est pas possible. Ils ne pourront pas mentir aussi longtemps. Et c'est un monde qu'on invente. Et donc, les enfants qui racontent des histoires, qui mentent, ils réinventent le monde. Et il y a des enfants honnêtes. Ma sœur disait toujours la vérité, elle n'est pas écrivaine. Et puis, il faut tricher, il faut voler. Des fois je n'arrive pas à terminer un paragraphe. Et bien, je me retourne, je vois Balzac dans la bibliothèque qui me fait signe. 40 livres de la comédie humaine. Qui vous surveille? Oui, mais pas assez parce que j'ouvre un de ses livres, je lis, finalement je tombe sur une bonne phrase, je le mets dans mon livre. Ah, ça s'appelle Faites payer les riches. Et donc je le mets, mais ce n'est plus la même phrase. Dans mon livre, si je prends une description de Rastignac dans mon livre, et ce n'est plus la même phrase si je le mets dans une histoire qui se passe à Port-au-Prince. Oui, je comprends. Les phrases aiment voyager. Elle a été filtrée par vos émotions, vos états d'âme. Et aussi le paysage. Voilà, Et le paysage. Le paysage aussi intérieur. Absolument, oui, toujours double. Très bien. Vous voyez, elle ment. Une autre question maintenant concerne la francophonie. Vous êtes donc un membre éminent, comme je vous l'ai dit, de la francophonie. Vous avez écrit quelque part, j'ai l'habitude de dire que je suis un homme en 3 morceaux. Mon cœur à Port-au-Prince, mon esprit à Montréal, mon corps à Miami. Est-ce là votre définition de la francophonie? D'autant plus qu'un critique a dit de vous ceci: il faudrait se demander s'il n'est pas aussi l'un des meilleurs écrivains américains à qui il est arrivé tout simplement d'écrire en français. À vous de répondre, Dany Laferrière, cette question. D'autant plus que pour moi, cette vision de la francophonie correspond à ce qu'a écrit il y a quelques années quelqu'un que j'aime énormément, Henri Lopez, que vous connaissez. La francophonie d'un jardin multicolore. Voilà. Donc, Est-ce que ça, c'est ça? bon, vous savez, c'est... Bon, pour le détail presque quand même assez insoutenable, si c'était un film d'horreur, d'avoir un esprit ici, un cœur ici, un corps ici, ce dépaissage. Et il faut ajouter maintenant Paris, puisque depuis l'Académie, je passe des mois et à Paris, et donc un peu coupé. Quant à la question de la langue dont vous avez parlé tout à l'heure, j'avais dit que j'étais un écrivain américain, et parce que la langue n'est pas la seule chose. Bien sûr. Il y a aussi la culture. Bien sûr. Et quand vous lisez Hemingway en français, vous lisez du français. Donc vous savez très bien qu'Hemingway n'est pas un écrivain français, ni francophone, même si les mots sont en français.
Vous savez, le rythme, le regard, vous savez très bien cela. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement la langue. Il y a la culture, ce dont il parle. Et quand j'avais écrit le premier livre, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, je me considérais comme un écrivain américain dans le sens que j'avais beaucoup lu. J'étais en Amérique du Nord et je ne voulais pas souffrir d'une sorte de... Je ne comprenais pas l'idée d'avoir mon corps en Amérique. Vous savez, Haïti est un pays du continent américain, selon Bolivar. La Caraïbe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est les États-Unis qui ont volé le mot. Mais en fait, c'est tout simplement les États-Unis, c'est pas l'Amérique. Tout à fait. Et je ne voulais pas avoir un corps en Amérique et mon cerveau serait dans un espace que je n'ai jamais foulé. Je trouvais ça très étrange. Et donc, j'ai voulu rapatrier mon esprit. Rapatrier. Oui. C'est-à-dire une sorte de lucidité pour savoir, et pour mettre ensemble au même endroit mon esprit et mon corps. Je trouvais que c'était extrêmement sain. Et s'il faudrait que je choisisse un jour l'Europe ou la France, je voudrais que ce soit fait et en accord, en harmonie parfaite entre mon corps et mon esprit, et non un choix qui a été fait par la colonisation. Bien sûr. Et puis, d'autre part, à cette époque, il y avait une si grande mode de la France pour les Américains que je me suis dit, bon, je sais pas, il y a tellement de mots anglais, en français, et il y a les films, et c'est tellement d'imiter le rythme. Enfin, les séries télévisées américaines sont tellement un tel succès en France, mais si je suis là en Amérique, je ne vois pas pourquoi j'irai faire une sorte de contour pour avoir les mêmes choses qui sont sous mes yeux. Donc j'étais en négociation, j'allais dire culturelle, extrêmement forte. Et d'autre part aussi, je crois que la chose la plus intéressante, c'est d'enlever toutes sortes de frontières face à la culture, à la littérature. Je l'ai déjà plaidé, je crois que les Français ne doivent pas lire les livres français, les Américains, les Haïtiens ne doivent pas lire. C'est fait pour l'inviter. La littérature comme la cuisine, ce qu'on a déjà fait en cuisine. On fait la cuisine, on fait à manger, et puis et on regarde les autres manger. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de profondément étonnant dans l'idée de se voir dans ce qu'on lit, c'est-à-dire cette façon d'être à Nantes et de lire un livre qui se passe à Nantes. Et je trouvais que si j'étais à Nantes, j'aurais plaisir à lire un livre qui se passe à Dakar. Et peut-être espérer que quelqu'un qui est à Dakar lise un livre qui se passe à Nantes. J'avais l'impression, comme un enfant, que c'était cela le vrai but de l'affaire. Et que tout cela peut provoquer des désordres dans la sensibilité, si l'on continue jusqu'au bout avec cette manière de s'auto-digérer à ce point. Et cela peut provoquer d'abord une absence de capacité de goûter à la chose. Par exemple, pour le sport, si la France joue contre une autre équipe, tous les Français sont pour la France, et même si l'équipe joue mal ce jour-là. Et si c'est l'Allemagne, tous les Allemands sont pour l'Allemagne. Si c'est l'Italie, tous les Italiens sont pour l'Italie. Ça me semblait très étrange. Et parce que en Haïti, comme on ne fait pas partie des équipes élites mondiales, c'est un peu différent. Si deux équipes jouent, l'Italie et la France, on est pour la France en première mi-temps. Si elle joue bien, et si elle joue mal, on change en deuxième mi-temps. Et puis avec la même ferveur et la même absence de culpabilité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est pour le football. Et c'était ça l'idée, en fait. L'idée n'était pas le nationalisme. L'idée, c'était le football. Et si on applique ça à la littérature, vous voyez le désordre, le désagrément que ça pose.
ça pose, si on est pour soi, dans quelque chose qui devrait être une offrande. Tout à fait. C'était pas pour cela. Parce que ça pose même des problèmes d'ordre psychanalytique ou psychiatrique. Et quelqu'un qui s'aime assez pour se lire et pour se consommer sans cesse, comme ça, et même, peut-être même, s'imposer aux autres. Voyager pour aller dire que ma littérature, c'est celle que vous devez lire vous. Et à la longue, ce n'est pas bon pour le caractère. C'est fastidieux. Oui, et puis ça peut avoir des problèmes du point de vue carrément médical. Quoi. Donc c'est ça que je m'étais dit, si on allait... Parce que l'idée de la littérature pour un enfant comme moi, c'était de sortir de l'endroit où il se trouve. La littérature, c'est un enfant qui saute par la fenêtre en emportant l'alphabet. C'est pour moi, on écrit, surtout quand on vient d'un pays de dictature, on écrit pour sortir de l'endroit où l'on se trouve et on lit pour sortir de l'endroit où l'on se trouve. Alors j'ai l'habitude de rêver à l'endroit où vont les lecteurs quand ils lisent ou les écrivains quand ils écrivent. C'est un espace sans immigration, sans papier, sans frontières, sans censure. Il suffit de baisser les yeux sur le livre, de regarder les lettres, et on échappe à tout ce qui se trouve autour de nous. Et c'est un espace dont personne n'a divulgué l'information de l'endroit à un pouvoir quelconque. Les dictateurs ne savent pas où vont les enfants qui lisent quand ils plongent dans la lecture, dans le livre. Donc c'est quelque chose il faut revenir à cela. On a eu beaucoup d'intermédiaires avec raison. Bon, c'est difficile de faire en sorte que cette joie soit partagée par le plus grand nombre. Donc il a fallu presque des règles. Mais en fait, la chose est simple. Nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas nés pour rester là où nous nous trouvons. Et nous sommes dans une magie profonde. C'est un art où les vivants doivent se taire pour écouter des morts. Ça veut dire que les morts ne meurent pas, puisqu'ils font taire des gens bavards, obsédés par eux-mêmes, et on les fait taire. On fait la chose la plus difficile à obtenir, le silence. C'est ce que fait un livre. Et il fait en sorte qu'on se taise pour écouter un mort depuis des siècles. C'est quand même à notre faveur. On n'est pas si mauvais que ça. On peut se taire et écouter quelqu'un alors que nous n'arrivons même pas à lire 2 pages d'une lettre que notre maman nous a envoyée. Et pourtant, nous lisons des gens qui sont morts depuis longtemps, venant de pays dont on n'a aucune idée, qui ont écrit 800 pages. Donc, on doit renouer avec ça. Cette désinvolture, cette curiosité, c'est une forme de dépassement, finalement, par l'écriture. Tout simplement. Et le lecteur, c'est pareil, une forme de dépassement de soi. Et ça nous rend plus grands, donc alors faisons, regardons, parce qu'on a des éditeurs là, ou une éditrice là, c'est-à-dire il faut quand même de temps en temps, par une sorte d'hygiène, repenser au fondement même, à la raison même, pourquoi. C'est pas uniquement pour être content, pour avoir du plaisir de trouver des phrases belles ou des images, mais il y a quelque chose de mystérieux qui fait que ce jouet magique dure. Déjà, il devrait pas, il était à chaque fois contesté, la dernière fois par l'Internet, et tout le monde avait dit il y a moins de 20 ans que le livre va disparaître, presque nous voyons qu'il tient encore plus fort. C'est parce que le livre est moderne, il est plus moderne que l'Internet. L'Internet a besoin de trop de choses. On ne peut pas dire si on va sur une île déserte avec un appareil électronique, ça ne marche pas. Dès qu'il n'y aura pas, on ne peut pas connecter ça. Avec un livre, oui. Avec un livre, on peut dire. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit plus la phrase. Vous savez, c'est éliminé cette phrase de notre génération. La nouvelle génération, autrefois, à chaque fois qu'on pose des questions, on dit « Quel livre emporteriez-vous sur une île des personnes ?» D'abord, il y a plus d'îles désertes, mais personne ne vous pose plus cette question parce qu'ils ont oublié le livre et l'électronique ne marche pas.
Donc on va leur rappeler que c'est pas vrai, le livre est là, il est bien vivant, et c'est lui qu'il faut emporter si vous voulez que ça dure. Et bien vivant. Il nous rend vivants nous également. Voilà. Merci encore. Je trouve merveilleux tout ce que vous venez de dire. Vous voyez comment elle aime les mensonges quand la pommade est... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'aimerais bien des questions à Dany Laferrière sur ce qui vient d'être dit. Vous savez, je suis une mécanique. Alors, si vous voulez retenir 1 minute seulement, le temps que j'aille faire quelque chose absolument extraordinaire, tout à l'heure on parlait de ça. Imagine, c'est-à-dire sortir un peu d'eau de soi, que le corps humain trouve le moyen qu'on ait pu avoir un petit plaisir à le faire, c'est magique. On vient. Ah bien, en plus. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous vous sentez nomade quelque part? Est-ce que je me sens nomade? Nomade. J'ai une exposition actuellement qui voyage beaucoup dans des villes qui étaient à Tunis dernièrement, ou à Francfort, à Dubaï, qui s'appelle Cœur nomade. Cœur nomade. Cœur nomade. Oui. Et d'ailleurs, quand je suis... Et en France, Ça va venir, ça va venir. quand? Je ne sais pas, mais c'est l'année prochaine ou cette année. Alors on est où là? Peut-être cette année. D'accord. Et oui, Cœur nomade, d'ailleurs, c'est ainsi que je suis rentré au musée Grévin. J'ai dit, c'est Cœur nomade. Et est-ce que je me sens nomade? Je pense que c'est une condition humaine. L'imagination fait partie le carburant principal du nomadisme. Et on a commencé à rêver, à bouger. Je crois que les êtres humains voyagent dans leur tête, voyagent avec leur corps. Nous ne cessons de bouger. Et on ne sait même pas. Et ils voyagent par l'entremise de la musique, de la peinture, de la littérature. Et nous sommes constamment en mouvement. Et il y a beaucoup de choses qui nous interdisent ou qui nous rendent coupables de bouger. C'est-à-dire? Je vous dirais que tout un système, déjà ma mère, tu ne bouges pas. Et il y a plein de choses comme ça, des règles, l'exil, on vous envoie, mais la prison, vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de prisons que d'aéroports. Et il y a beaucoup de choses qui montrent qu'on ne veut pas que vous bougez. Parce que c'est là que se trouvent les racines, c'est là que je trouve les rituels, c'est là. On ne veut vraiment pas que l'être humain... Parce que moi, je crois que les enfants qui connaissent ça, j'ai vu ma fille faire ça quand elle avait 3 ans. Un enfant, vous le laissez, il part, il ne revient pas. Ah, si vous n'allez pas le chercher, il ne va pas revenir. Il va être très heureux, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui trouve un enfant dans la rue. Et donc, il nous donne... C'est l'idée du mouvement perpétuel qu'il y a. Donc, oui, je suis nomade, mais comme tout le monde. Et surtout que ceux qui n'ont pas pu bouger, ils se nourrissent d'histoire. Je l'ai écrit dans un des derniers livres. Le voyage n'existe que quand le voyageur est de retour et qu'il trouve le sédentaire pour lui raconter le récit. Sinon, il est simplement en mouvement, il n'y a pas encore de voyage. Le voyage existe quand il devient récit et que celui qui n'a pas été l'entende. C'est comme le livre n'existe que quand il trouve le lecteur. C'est des choses qui ne peuvent se faire tout seul. On ne peut pas manger de ce plat tout seul. D'autres questions? Oui, Je ne sais pas du tout quel est votre... monsieur? Je ne sais pas du tout quel est votre dernier livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le dernier livre, vous avez fait récemment. Oui. Je n'ai pas travaillé, mais je crois qu'il est très, très intéressant. C'est Illustré, hein, c'est ça? Oui. Quand c'est en France, c'est bien parce que je sais que c'est le dernier. Mais on me pose
pose la même question partout, et des fois, c'est des livres que j'ai écrits il y a 30 ans. Ah bon? Oui, quand il vient juste d'être traduit. Et la personne, dans votre dernier livre, vous avez dit, j'ai oublié le livre complètement. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que. Et vous, comment vous l'avez lu? Bon, alors quand il raconte, je commence à. Oui. Ok, j'y suis. Donc ça veut dire que le livre a une vie, c'est ça qui est intéressant dans un livre, c'est qu'il a. Et c'est jamais fini. Et il continue dans les traductions, il continue dans. Et le lecteur, et quand il vous dit souvent le dernier livre, c'est le dernier livre de vous qu'il a lu. Dans votre dernier livre, vous dites c'est quel livre? Alors souvent il faut être poli quand même. La personne dit un livre, votre troisième. Oui, votre troisième livre, alors vous en avez écrit 36. Mais il ne faut pas dire que vous avez écrit 36, sinon il va se fâcher. Alors, ce dernier livre s'appelle Dans la splendeur de la nuit, c'est publié chez Point. C'est une collection qu'anime Alain Mabankou. Ça raconte une nuit d'un jeune garçon, un adolescent de 17 ans à Port-au-Prince, qui se retrouve et sans sa mère, qui est allée voir une amie, et son père qui est en exil, et qui était, bon, c'est un fils à maman, donc il ne sort pas beaucoup. Mais son père lui avait laissé une seule chose, c'est un recueil de poèmes, une anthologie de Li Po, le poète chinois. Li Po. Et puis il y avait un poème là-dedans qu'il chérissait, le père. Et lui, il est obsédé par cette idée-là, comme je l'ai été quand j'étais enfant, l'idée de ne lire qu'un seul livre. Oui. Et qu'est-ce que ça fait à un corps humain qui n'a lu qu'un seul livre et qui relit. Alors mon père. Donc il sort et il imagine que Lipo est à Port-au-Prince durant cette nuit-là. Il va rencontrer un ami avec qui il a des discussions, conversations. Un autre qui a à peu près le même âge que lui, 16 ans, et qui écrit des lettres à tous les grands écrivains du monde. Il est subventionné par un mécène et qui s'occupe de l'envoi postal. Et il écrit des lettres pour raconter, et pas pour lui faire des demandes économiques, et pour raconter sa vie et tout, et parler de littérature. Et c'est une idée qui m'était traversée par la tête autrefois quand j'étais en Haïti. Vous savez, les gens oublient cela en Haïti souvent, la puissance d'Haïti, c'est-à-dire puissance affective, émotionnelle. Quand vous dites que je me suis toujours dit que je peux écrire à n'importe quel écrivain du monde entier, avec cette phrase, j'ai la réponse. Je suis un jeune homme de 17 ans, je vis à Port-au-Prince avec ma mère, mon père est en exil, et bon, vous écrivez à Jean-Paul Sartre, il vous répond à un livre, tellement il est ému. Il est en correspondance avec un jeune homme de 17 ans qui vit avec sa mère, son père est en exil, et qui lui parle de littérature. Donc je me suis dit, les gens n'ont pas idée, parce que souvent j'entends en Haïti, les gens disent, ah bon, on n'est pas bon, on est écrasé, on est comme ça, et personne ne s'occupe de nous. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire. Tout le monde est émerveillé d'être en correspondance avec une jeune fille. Je suis une adolescente de Port-au-Prince et si on voit que cette personne-là, je voudrais vous offrir mon aide. Parce que ma mère m'a toujours dit, il faut toujours offrir son aide. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le président Macron, la première chose que je lui ai dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ah ben oui, il était content. Il a dit, enfin quelqu'un qui ne me demande pas quelque chose. Mais ma mère m'a toujours dit, quelle que soit la personne au monde, la première chose qu'il faut lui dire, c'est de l'ordre, pas chevaleresque. Et moins que ça, c'est la courtoisie, c'est normal. C'est normal, il faut lui proposer votre aide. Alors n'importe qui, bonjour monsieur, président de la Merkel, oui, est-ce que je peux faire, madame, quelque chose pour vous? Donc ça rétablit l'honneur à sa bonne place. Vous faites honneur à la personne, vous l'accueillez, et il sait qu'il doit vous faire honneur. Vous n'êtes pas venu pour lui mendier quelque chose. De toute façon, si vous voulez avoir des choses, il ne faut jamais les demander. Donc voilà. Donc ma mère m'avait donné, une fois je l'ai utilisé, ces choses de courtoisie. Ma mère m'a dit, dites toujours du mal de toi, les gens aiment bien ça. Et je me souviens, j'allais voir ma femme à New York, je suis allé
au consulat américain pour avoir un visa. C'était très dur à l'époque. J'avais un passeport haïtien, c'était mal vu. Et j'avais une lettre d'un journal qui m'employait. C'était un journal haïtien. Et une petite bio qui disait que j'avais travaillé à Radio-Canada, à la radio. Alors, le consul, il voit Radio-Canada, c'est plus sérieux. Il me dit, pourquoi vous ne travaillez plus à Radio-Canada? J'ai dit, parce qu'on m'a renvoyé. Il me dit, alors très fort, hein, il parle très fort les Américains, il faut que la planète les entende. Et il y avait plein de gens dans la salle qui attendaient, et puis on voyait la question. Il dit, mais pourquoi on vous a renvoyé? J'ai dit, pour médiocrité. Alors je réponds très fort, tout le monde voit, vous m'avez humilié. Alors là, il regarde, genre, je suis désolé. Et top, il me donne 50 visas. Avant, c'était 1 mois qu'on me donnait. Ben oui, il faut toujours s'arranger pour que la personne soit désolée. Et pour vous. Oui. Voilà, il s'attendait à ce que je change Radio-Canada. Vous savez, ces gens, ils n'apprécient pas le talent, et peut-être même plus, ils sont racistes, des choses comme ça. Eh bien non. Cette fois, c'était moi, le médiocre. Eh bien non. Donc, c'est toujours changer la perspective. Je disais tout à l'heure qu'il faut revoir le vocabulaire. Pour la question du racisme, par exemple, j'ai regardé, je venais d'arriver, j'ai pas beaucoup d'argent, je travaille comme ouvrier illégal. Donc ça veut dire que je suis payé en argent comptant, et si je tombe malade, j'ai aucun papier. D'ailleurs, ça va durer jusqu'à 11 ans, parce que j'ai jamais réussi à avoir mon papier officiel d'exilé. 11 ans que je ne peux pas quitter le Canada. Je ne pouvais pas aller à New York. Et on a peur aussi. On a peur aussi d'aller dans les convocations officielles et que la charge ne monte plus haut et des choses comme ça. Donc j'étais là et devant... Ça fait longtemps que je n'ai pas un blanc. De quoi je parlais? Ah oui, du racisme, exactement, ce mot-là. Alors, ce jeune homme qui n'a pas de papier, qui a un travail extrêmement dur que j'ai raconté dans un livre, Chronique de la dérive douce. Comment ça s'appelle le livre? Chronique de la dérive douce, qui a des problèmes très graves, qui mange seul et puis là, les gens me téléphonent. Dani, il y a une manifestation contre le racisme, est-ce que tu vas venir? Des associations. Je dis, bon, il me semble que je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. Si je subis le racisme, ce n'est pas à moi de me battre contre le racisme, c'est plutôt à vous. Parce que le racisme est une gangrène, et puis c'est une maladie qui vous regarde beaucoup plus que moi. Et moi, je suis déjà pris par l'affaire, je dois le combattre dans le quotidien et dans l'invisible, parce que je ne peux pas le combattre à haute voix, je ne peux pas dire à mon employeur qu'il est raciste, et je perds mon travail. Et vous pouvez le faire à haute voix, et surtout publiquement, mais faites-le, mais vraiment, j'applaudis. Mais laissez-moi tenter de devenir un écrivain. Peut-être que ça changera ma situation, et je n'ai pas le temps, parce que je dois payer le loyer chaque jeudi. Et j'arrive pas chaque jeudi. C'est dur. J'arrive pas. Donc mes heures sont comptées. Chaque fois que j'ai mon chèque, je contrôle la nourriture pour pouvoir... Pour moi, l'argent, c'est de l'énergie en stock. Je rêve un jour de pouvoir payer le loyer, 3 mois de loyer, et me mettre à écrire, sans penser à rien. Vous savez, un lecteur, quelqu'un qui lit, je l'ai écrit dans ce même livre, quelqu'un qui lit Guerre et paix, c'est un chômeur qui vient de payer son loyer. C'est le seul individu, parce qu'un chômeur a du temps, et ensuite, il vient de payer son loyer, il n'a pas de culpabilité. Donc, pour moi, c'était très important, ce temps-là. Je n'ai pas le temps pour combattre le racisme, et occupez-vous-en. Et là, c'était le mois de la journée du racisme et tout ça. J'ai dit, mais ce mois de février, où nous sommes maintenant, qui est le mois des Noirs, d'abord, c'est très, très, très difficile, le mois à accepter, et qu'on nous ait donné le mois le plus court et le plus froid.
Parce que le mois de juillet ne semble plus convenable. Non, ils gardent juillet pour eux. Et nous donne le mois de février. Un mois court et froid. Qui peut sortir le mois de février pour même manifester à moins 40 degrés à Montréal. Et donc le mois de février, qui est un mois extrêmement dur, et donc vous dites que c'est mon mois, mais moi je vous fais une proposition. Si pendant ce mois-là, par rétribution pour la question de l'esclavage, vous permettez aux Noirs de prendre l'avion gratuitement, de manger dans les restaurants gratuitement, et je ne viendrai pas vous mettre l'addition pour l'esclavage. Si chaque année, pendant un mois, en souvenir de l'esclavage, tous les Noirs de la planète puissent manger gratuitement, voyager gratuitement, rentrer au cinéma gratuitement, une carte universelle. Et d'ailleurs, avec possibilité d'accepter quelques blancs qui soient noirs honorés en un mois. Ça s'appelle le fameux mensuel, noir mensuel. Avec quelques noirs mensuels. Donc, je pense que, comme ce serait d'abord une chose où tout le monde participerait, puisqu'il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de commerces, ils peuvent rentrer dans un magasin, vous mettre, bon, vous dire, ils ne peuvent pas tout prendre, ils peuvent, et selon le communisme, chacun selon ses besoins. Et donc, vous mettez cela, tout le monde participerait à cela, et on pourrait enlever l'addition, et que tous les Noirs sont en train de compter dans leur tête. Ils pensent tous qu'ils ont, à un moment donné, on va distribuer l'argent. Je me souviens, ma grand-mère disait toujours, j'ai un $300 dans cette histoire. Si jamais on donne l'argent de l'esclavage, il faut me donner mon $300. Donc, ils rêvent tous. Au lieu de cela, ce serait vraiment, vraiment simple, un mois seulement, et vraiment doux, et il n'y aurait pas de problème, et voilà. Donc, c'est la proposition que j'ai faite pour cette question du racisme. C'est applicable dans tous les pays. Applicable dans tous les pays. C'est absolument. Oui, il faut aller au Brésil, bien sûr. Très bien. D'autres questions? Alfred? Les morts qui nous forment. Oui. Alfred? Les morts qui nous forment. J'aime bien cette métaphore parce que je suis enseignant, ça me fait penser à ce que les jeunes Zénolécitium allons voir l'oracle à Delphes, à Pythie, et il pose la question, que dois-je faire pour devenir meilleur, la question socratique, et la Pythie lui répond, deviens couleur de mort. Et les jeunes n'ont pas compris, il est rentré dessus quand même d'Athènes, et après, moult réflexion, après consultation, il finit par se rendre compte qu'effectivement, la métaphore de l'oracle, c'était initier, si tu veux devenir meilleur, il faut que tu ailles à la rencontre de ceux qui ne sont plus. Et comment rencontrons ceux qui ne sont plus? À travers les œuvres de la culture, donc les livres. Et malheureusement, j'ai l'impression dans l'éducation aujourd'hui, on a perdu l'idée de transmission. Et c'est pour ça que quand vous avez parlé des questions de mort, ça m'a réveillé. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous étendre un peu sur la question de la mort, s'il vous plaît. Merci. Vous venez de le faire. Vous avez donné un bel exemple je me souviens d'un poète, qu'est-ce que c'est Rocky Dalton, un poète nicaraguayen, il disait avec le temps, nous les morts, nous deviendrons la majorité. Je pense que les morts déjà. C'est vrai, il y a de temps en temps des gens qui prennent fait des causes pour les morts. Et il y a ma voisine à l'académie, Daniel Salnave, qui a écrit un magnifique livre, Le don des morts. C'est ça les livres, Le don des morts. C'est vrai que ça continue, ces réflexions sur la mort, et sur la mort elle-même. Et Julien Green a eu un mot assez juste sur la peine de mort. Il disait qu'on ne peut pas, parce que la loi exige que toute peine soit équivalente à l'acte qui a été porté, et on ne peut pas punir au-dessus de plus que ça a été fait, c'est un truc. Et il dit, on ne peut pas condamner à mort puisqu'on ne sait pas ce qu'est la mort. Il me semble que c'est une réponse d'une justesse, et si c'était quelque chose de bon,
De toute façon, si c'était si mauvais, les gens reviendraient. Il doit y avoir une raison pourquoi personne n'est revenu. Donc c'est ça. Oui, pour ce don de mort, cette couleur de mort, et c'est vrai que c'est ça qui nous... On ne vit pas assez avec cette idée de la mort. On en a fait quelque chose de macabre et on ne vit pas assez parce que non seulement c'est un enseignement par l'héritage de tout ce qui est, mais c'est aussi par la chose elle-même. Et si on en penserait, il y a beaucoup de... D'ailleurs, j'ai toujours utilisé la mort pour obtenir des choses de ma mère. Ben oui, avec une mère, on peut tout faire. Si tu continues, si tu ne me paies pas le cinéma, je me tue. Enfin, j'exagérais. Je suis un enfant qui exagère. Ma mère pense que j'exagère, mais des fois, je me dis, si je suis mort, elle va être obligée de pleurer. On ne pense jamais à sa mort quand on est enfant, on pense à notre mère qui va pleurer pour la punir. Donc ça veut dire qu'on utilise, les enfants utilisent toujours la mort, ils ont toujours, et avec distance, pour faire pleurer maman, pour sortir d'un problème. Si jamais je meurs là, il n'y aura pas classe demain pour moi. Et comme c'est des choses un peu légères, c'est encore extraordinaire de voir le vrai prix, le vrai poids de la mort. Parce qu'on peut l'échanger avec une journée de classe. Et si je meurs, je n'aurai pas à aller à l'école, à faire mes devoirs. Je n'aurai pas à faire ces devoirs, ou bien encore si on a fait quelque chose de pas sympathique à l'école et on a honte de revenir, si on était mort, et il n'y aura pas ça. Donc on a joué beaucoup avec ça et dans des conditions moins macabres que plus tard. C'est quand on a commencé à avoir une garde-robe plus large, plus vaste, qu'on a commencé à ne pas vouloir mourir. J'aime bien ce terme, garde-robe plus large. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans tous les sens. Voilà. Dans tous les sens. Non, quand on a commencé à stocker, c'est le stockage accumulé, c'est l'accumulation et qui fait... Et je me souviens dans cette histoire d'accumulation, et quand je venais d'arriver à Montréal, j'avais une petite table qui était plus haute et plus grande que ça, mais 2 fois plus. Et j'achetais des livres. Et rien n'est plus puissant qu'un livre acheté par un pauvre. Et je lisais mes livres que j'achetais. Et relisais pour entrer dans mon argent. Et relisais pour commencer à faire des bénéfices. Et donc ça veut dire qu'il y a un rapport. Les livres étaient là. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir plus d'argent. Je travaillais un peu. Et il y avait des livres que je n'avais pas encore lus. Et aujourd'hui, je pense que 40% de ma bibliothèque, je ne l'ai pas lu encore. 40%? Ah, d'après moi. D'après moi. Et enfin, ceux qui ont lu beaucoup plus dans la bibliothèque que 40%, qui lèvent la main. Mais on a commencé les livres. On a commencé à les lire. On a lu la moitié, les 3/4, le quart. C'est parce qu'on avait lu, il y en a beaucoup qu'on a lu, qu'on a commencé à lire dans la librairie. On aime tellement qu'on l'a acheté, et puis après, le deuxième chapitre nous a paru moins bien. Et puis il y a un autre qui nous paraît plus intéressant. Et puis on l'a oublié. On a oublié le livre. Sauf les maniaques. Alors, ma femme, c'est une maniaque, elle peut rester dans le noir et te dire où trouver un livre. Mais moi, je mets tous mes livres dans tous les sens. Ce qui fait que quand je cherche un livre, je trouve toujours 3 autres que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et je reste debout à le regarder, mais comme un ami perdu de vue. Et puis je le lis un peu encore, je m'excuse. Je dis, oh, mais oui, c'est la vie. C'est la vie parce que, enfin, je ne sais pas, j'aurais dû vous lire, j'aurais dû être avec vous, mais il y a d'autres livres. Et on lit des livres pour 1000 raisons. Et l'une des raisons qui revient le plus dans ma lecture, c'est l'amitié. Et j'aime les livres amis. Mais tout livre est ami, non? Vous ne pensez pas? Non, il y en a qui sont trop grands pour moi. Je les lis pour m'instruire. Et ceux que j'ai définis par livre ami. Il y en a que je lis pour m'instruire. Il y a des livres qui sont vraiment... Je dis, mais ça, je peux faire. Et ça, c'est les copains.
tu lis ça, des fois même, je peux faire mieux. Ça, c'est un sentiment tellement extraordinaire que ça vous prend une telle affection pour le livre. Ça, c'est celui que je peux faire mieux que ça. S'il n'est pas très très mauvais, et on se prend d'affection. Non, il y a plein de sentiments complexes avec le livre. C'est pour ça que les gens, les critiques, et qui parlent toujours de livres en termes de qualité, et se trompent. C'est pour ça d'ailleurs que les gens croient, les critiques ou ça, les gens croient que les livres que les gens lisent, ce sont les livres dont on parle dans les journaux. Si vous allez dans la bibliothèque des gens, vous allez voir, il y a peut-être la moitié, ce sont des livres dont personne n'en parle. Et parce que on entend parler des livres, des fois à pléthore, et donc on n'a pas besoin de l'acheter parce qu'on en parle tellement. Et là-dedans, on raconte les histoires, et puis c'est toujours les mêmes adjectifs qui reviennent, c'est toujours des chefs-d'œuvre. Et donc on oublie que les livres circulent aussi par la transmission d'héritage. C'est-à-dire, il y a toujours une vieille tante qui vous laisse sa bibliothèque au lieu de vous laisser 10 000 euros. Et là, vous n'allez pas chercher. Et puis un jour, comme ça, sans raison, vous êtes avec un ami qui a une voiture, dit, bon, allons chercher la bibliothèque parce que vous avez lu peut-être La Fontaine qui a une fable, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un trésor, un peu d'argent qui est au fond, et vous allez chercher la bibliothèque, vous la ramenez, et puis vous mettez dans la cave, vous n'ouvrez pas non plus. Et puis un jour, comme ça, il pleut, et vous êtes triste, vous descendez, et le visage de votre tante vous apparaît. Elle si merveilleuse que vous avez reçue. Ce n'est pas la vieille dame que vous avez connue, c'est le visage de la tante, la sœur de votre mère qui était si agréable, combien moins sévère que votre mère. Et vous avez voulu savoir ce qu'elle avait lu, ce qui la tenait, ce qui lui tenait par l'esprit. Vous ouvrez et vous tombez sur des livres magnifiques. Et puis vous êtes touché, et puis vous dites, c'est ça qu'elle aimait, c'est ça qu'elle lisait. Les livres sont annotés, vous regardez, et vous prenez quelques-uns, vous mettez dans votre bibliothèque. En souvenir d'elle, mais parce que aussi, le livre vous semblait un peu suranné, magnifique, un peu magique. Et comme on fait d'ailleurs avec les habits de nos mamans qui reviennent à la mode, et puis ça constitue aussi votre bibliothèque. Donc les morts continuent, l'héritage, les livres hantent de 1000 manières chez nous. Et d'ailleurs, on ne les reconnaît plus avec le temps, parce que nous avons quand même quelques années de plus, et nous savons que nous avons des livres, et nous savons qu'ils sont autour de nous, qu'ils nous surveillent, que quand nous voulons déménager, ils sont partout. C'est les derniers, et ça pèse. Ils sont partout. Et vous, là, vous les retrouvez, les livres érotiques que vous avez cachés pour que vos enfants ne voient pas et que vous entendez à la radio, votre fils de 22 ans qui dit « Maman a caché... » C'est les seuls que j'ai lus vraiment chez elle, le livre qu'elle a caché. D'ailleurs, avec ma soeur, on cherchait les livres. Ouais. Donc, vous voyez, vous trouvez des livres partout. Des endroits où vous avez oublié. Il y a toujours un livre, c'est la dernière chose qu'on sort d'une maison quand on déménage. Vous rentrez, tout est fait, tout est net, la famille suivante peut venir, et brusquement vous voyez sous vos yeux, c'était là, sur le chauffage, un dernier livre, L'étranger de Camus. Ou encore peut-être, dans la splendeur de la nuit, de Daniela Ferrier. Merci.